Il est 19h30, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Dans l'actualité ce soir, des pommes de terre de mauvaise qualité, voire immangeables, dixit selon certains consommateurs. Des consommateurs qui ont même rapporté leur filet pour se faire rembourser. 2 ans après les manifestations contre la vie chère, où en est-on? Qu'est-ce qui a vraiment baissé? Que reste-t-il à améliorer? Nous en parlerons avec la vice-présidente de l'UFC Que Choisir, Françoise Kerjouan. Bonsoir. Bonsoir. À tout à l'heure. Des images qui vont bientôt faire le tour du monde sur Internet. Le parapentiste français Jean-Baptiste Chandelier est actuellement sur le Caillou. De Point-Bout à Nouméa, le phénomène serait identique. Des pommes de terre dont la chair présente des petites taches marron. Des consommateurs inquiets ont rapporté leur filet pour se faire rembourser. Jean-Noël Méron. C'est dans une grande surface de la zone VKP que le lot de pommes de terre incriminées a été acheté. Madame Deflin alerte les services de sécurité alimentaire lorsqu'elle découvre ceci. J'ai pensé tout de suite à une maladie. J'ai dit, si c'est un champignon, c'est un cryptogame. J'ai dit, ce champignon, il est peut-être dans la terre. J'ai dit, il faut prévenir tout de suite. Les annexes du gouvernement installées à Koné logent un service sanitaire des aliments. L'échantillon de Madame Deflin atterrit sur ce bureau mercredi dernier. Les échantillons ont été, depuis fin mars, été envoyés au laboratoire aux Pays-Bas pour analyse, pour rechercher la présence d'éventuels virus qui se sont révélés négatifs à nos jours. Donc la piste qui est actuellement en réflexion, c'est un désastre d'ordre physiologique. Une réaction de défense du tubercule face à la sécheresse de 2014. Selon les services sanitaires, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, le produit reste tout à fait comestible. Où en est-on dans le dispositif lutte contre la vie chère? Demain au gouvernement se tiendra le 3e comité de suivi de l'agenda partagé, en présence de l'intersyndicale vie chère, du patronat, de l'État et du gouvernement. Objectif, poursuivre les travaux relatifs à la compétitivité nécessaire à la lutte contre la vie chère. Sylvie Mioun. Après 3 mois de paralysie, conséquence de la crise gouvernementale, les partenaires de l'agenda partagé ont décidé de reprendre le taureau par les cornes. En plus des réformes fiscales, la compétitivité des filières sera demain à l'ordre du jour du 3e comité de suivi de l'agenda partagé. Il s'agira pour l'intersyndicale vie chère, gouvernement, État et patronat de travailler sur les coûts de mise sur le marché des biens et des services. Objectif, faire baisser les prix à la consommation. Les filières identifiées sont le logement et la construction, l'automobile et le transport, les biens de grande consommation et les produits agroalimentaires. Les premiers effets de cette réforme sont attendus fin octobre. Feuille de route des accords économiques et sociaux signés en 2012, l'agenda partagé conclu en août 2014 a permis d'acter les réformes fiscales fin de l'année dernière, parmi lesquelles la contribution calédonienne de solidarité, quelques 6 milliards de francs pacifiques pour pérenniser le financement des régimes sociaux. Cette réforme fiscale va se poursuivre cette année avec notamment 2 gros chantiers, la taxation des plus-values immobilières et la réforme de la TGC, taxe générale à la consommation. Objectif, supprimer les taxes à l'importation et la TSS, excepté celles des droits de douane et celles destinées à protéger la production locale. Enfin, concernant la sortie du gel des prix effective au 31 décembre 2014, pour éviter le risque inflationniste, un accord signé le 19 décembre a permis de reconduire pour un an ces mesures de plafonnement des prix et la remise de 10% sur les 500 produits. Alors Françoise Kerjouan, avant de rentrer dans les détails, votre sentiment d'une manière générale, la lutte contre la vie chère 2 ans après, le bilan c'est plus ou moins bien? Alors c'est mieux. Nous, ce qu'on a constaté sur notre panier qu'on observe à peu près tous les 6 mois, c'est effectivement une stagnation, voire une baisse des prix. Donc pour nous, il y a eu un réel effet du gel des prix, effectivement. Dans ce qui va mieux, dans le panier de ce qui va mieux, est-ce qu'on peut mettre les tarifs bancaires? Alors les tarifs bancaires relèvent de l'État, c'est donc le HOCER qui discute assez durement d'ailleurs avec les banques. Certains tarifs ont effectivement baissé, mais les banques ont inventé de nouveaux tarifs. Donc pour le consommateur, ça n'est pas encore gagnant. Signalons dans les plus encore une belle avancée, le double étiquetage des fruits et légumes.
Oui, pour nous c'était important, c'est réclamé en métropole depuis très longtemps, ils n'arrivent pas à l'obtenir. C'est bien, le consommateur voit où sont les marges, qui fait les marges, de combien elles sont. Et ça nous a permis au mois de mars d'identifier qu'un distributeur n'appliquait pas la réglementation et qu'effectivement il appliquait des marges bien au-delà de ce qui était permis. Alors comment est-ce qu'on peut voir que justement les prix annoncés ne sont pas bons ? Alors bon, c'est un petit peu compliqué, on a pas mal travaillé à la suite de ça à l'UFC et pour le consommateur, ça veut dire aller dans le magasin avec une feuille double A4, son smartphone et sa calculatrice pour calculer à chaque fois si c'est correct ou pas. C'est encore un peu trop compliqué. Dans les moins, comment expliquer par exemple que depuis 2 ans, après plusieurs épidémies de dengue, de Zika, de chikungunya, les répulsifs corporels soient toujours entre 6 et 700 francs ? Ça, clairement, tout le monde ne peut pas se l'offrir. Non, pour moi c'est incompréhensible. J'étais à La Réunion pendant l'épidémie de chikungunya et les répulsifs avaient été moins chers. Il y avait vraiment des tarifs dessus et ils avaient été distribués gratuitement dans les écoles aux enfants. C'était des répulsifs adaptés aux enfants. Ici, on n'a rien vu de tel. Autre exemple, sur certains produits comme certaines pâtes par exemple, alors le prix n'a pas changé, c'est le grammage. On peut dire qu'il a diminué. Par exemple, un paquet de 500 grammes est passé à 480, 450 grammes. Oui, alors ça c'est un classique. Le prix ne bouge pas, voire diminue un tout petit peu, mais par contre vous avez beaucoup moins de produits. Alors comme la boîte a à peu près la même taille, que vous ne lisez pas forcément systématiquement le poids de ce que vous achetez, eh bien vous vous faites avoir. En fait, vous subissez une hausse du prix rapportée au kilo ou au litre. Parmi les autres moins, qu'est-ce que vous avez noté de particulier ? Alors, le fait que le consommateur était un petit peu perdu, c'est-à-dire que pour lui, un gel, ça voulait dire des prix qui ne bougeaient pas. En fait, ça voulait dire des prix plafonnés. Et il voyait des prix qui continuaient à fluctuer, sous un plafond, mais des prix qui continuaient à fluctuer. Donc, il a eu du mal à comprendre le gel des prix. Ça, c'était le premier point. Je soulignerais aussi que le gel s'appliquait à certains services, mais la notion de service n'était pas forcément clairement comprise par le consommateur. Par exemple, un loyer n'était pas un service, donc le loyer ne faisait pas partie du package de gel des prix. Par contre, la prime d'assurance y était. Donc voilà, c'était pas toujours très, très compréhensible. Les marges également, très compliqué à comprendre ça. Alors les marges, c'est compliqué à comprendre. J'ai essayé de faire simple. Si un importateur achète 100 francs un produit et qu'il peut appliquer un coefficient 1,2, il va pouvoir le vendre 120 francs. Donc il fait 20 francs de marge. Et donc il n'a absolument pas intérêt à acheter un produit moins cher, par exemple à 80 francs, parce que s'il fait également 20%. Un coefficient de 20%, il va gagner que 16 francs. Donc lui, il y perd. Donc c'est un mécanisme qui peut être intéressant, mais qui suppose que les importateurs, distributeurs jouent le jeu et effectivement recherchent des produits moins chers à l'importation. Alors donc, est-ce qu'il y a vraiment une solution et une vraie volonté de sortir de cette vie chère selon vous ? Bon, alors ça c'est compliqué. Votre sentiment, qui est un petit peu de la partie quand même. Oui, alors il y a eu beaucoup de réunions, il y a eu des avancées, il faut vraiment mettre maintenant un coup d'accélérateur. Les pistes ont été identifiées, il faut vraiment maintenant avoir des résultats. Françoise Kerjouan, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Dans le Sud, c'est la semaine des parents. À l'école, les adultes peuvent découvrir le cadre de vie scolaire de leur enfant. Dave Weonasson et Robert Amanoji les ont suivis jusqu'à la cantine. Regardez. École maternelle Les Œillets à Nouméa. L'heure de la cantine a sonné et dans les rangs, des élèves un peu particuliers. Ces parents découvrent pour la première fois la cantine de leurs enfants et autant dire qu'ici, on ne badine pas avec la politesse. L'école, c'est aussi cela, apprendre à se tenir à table. Maman observe, maman scrute, maman apprend aussi à voir l'école différemment. À la maison, c'est trop difficile pour elle. Des fois, elle mange, des fois... Mais ici, je vois que ma fille, elle se porte bien, elle mange bien. Par le déroulement de la cantine, surtout avec les cantinières, parce qu'ils ne sont plus avec leur maîtresse, c'est avec des cantinières. Au menu aujourd'hui, rien de transcendant, mais qu'importe, on mange ce qu'il y a dans son assiette. De la purée. Avec quoi? Des saucisses. Avec des saucisses? Oui. T'aimes bien? Oui. La purée puis des saucisses. T'aimes bien? Voilà de quoi rassurer maman. Ici, on apprend à tout goûter. Les 2 cantinières et les 8 animatrices périscolaires sont là pour s'en assurer.
Les petits, c'est un peu difficile parce qu'il faut leur apprendre. Eux, ils découvrent, ils ne savent pas ce que c'est que manger. Parce qu'à la maison, maman, elle leur donne encore à manger. Et quand ils partent d'ici en fin d'année, les mamans aussi sont contents parce qu'ils voient leurs enfants évoluer. En tout, ils auront passé une bonne demi-heure à table. Pour les plus petits, c'est l'heure de l'inévitable sieste. Chut, on dit au revoir à maman et on ferme les yeux. Nous en parlions à 19h. L'Église protestante unie de France vient d'adopter la possibilité de bénir les couples homosexuels. En Calédonie, l'Église protestante de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, s'était prononcée contre en 2013. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Bernard Lassos et Maurice Ségou ont posé la question au président de l'Église protestante. L'Église protestante a toujours cultivé son autonomie par rapport à la France et affirmé un ancrage proche des autres communautés du Pacifique, comme l'a montré son positionnement pris en 2013 à propos du mariage pour tous. Pour des valeurs bibliques et socioculturelles, le PKNC s'oppose au principe du mariage pour tous et de ce fait, elle n'autorise pas le culte de bénédiction du mariage entre deux personnes de même sexe. Cependant, l'Église reconnaît et respecte la situation de vie de ses enfants. Avant d'être décidée en synode, cette question avait été âprement débattue dans chaque paroisse. C'est considéré comme un sujet tabou. On n'en discute pas beaucoup dans les paroisses, dans les tribus. Il y a eu une discussion, il y a eu des débats, même très forts dessus. S'il faut autoriser le mariage gay, qu'est-ce qu'on va leur dire par rapport à la morale chrétienne que nous avons reçue? L'Église protestante prône néanmoins l'ouverture en Nouvelle-Calédonie. Le mariage, ça appartient à la famille. Ça n'appartient pas à l'Église. Donc si c'est d'abord la famille qui doit discuter du mariage, il faut que ce soit la famille qui discute. L'Église ne fait qu'apporter la bénédiction. Dans une communauté où règles religieuses et coutumières sont très souvent imbriquées, le mariage pour tous n'est pas une question simple à traiter. Les 88 paroisses protestantes du pays veulent se donner le temps de la réflexion. On change complètement de registre pour le touriste. Louer des chambres à la journée chez l'habitant ou par une agence immobilière, ça revient souvent moins cher, surtout si le propriétaire ne déclare pas cette activité. Résultat, à Moorea, à Tahiti par exemple, les petites structures hôtelières montent au créneau. Isabelle Giordan, Bruno Yedra. Plus de 10 ans qu'il a ouvert sa pension. Ici, il y a 5 bungalows et l'autre côté, il y a 2 bungalows et la villa. Patrice est propriétaire d'une des plus grosses structures familiales de Moorea. Et s'il affiche complet pour ce long week-end, il peine aujourd'hui à rentabiliser son activité. Pour lui, fini l'âge d'or, synonyme de contrat facile. Oui, facile parce qu'il y avait l'armée. On travaillait avec le club DEC, c'était tout le temps plein. Mais maintenant, sans l'armée, on est obligé d'aller vers les clients. Voilà. Et les clients ne viennent pas forcément vers vous? Pas forcément, parce qu'il y a beaucoup de concurrence aussi. Hein. Car depuis 4 ou 5 ans, Patrice et ses collègues ont vu se développer un tout nouveau style de concurrence. Celui des villas privées, louées comme chez eux à la journée, mais à des tarifs bien plus compétitifs. Des fois, ils louent la maison de 3 pièces à 10 000 francs la nuitée pour 12 personnes. Ah, on ne trouve pas au marché ça. Ben, on trouve dans ce genre d'hébergement chez l'habitant qui n'est pas dans les normes territoriales au niveau, comment dirais-je, des lois du territoire. Par contre, les pensions de famille, l'hébergement chez l'habitant, nous, on paye des taxes, on paye la CPS, on paye les contributions, on paye... voilà. Et face à une telle concurrence économique, il faut bien soigner sa clientèle. Comment ça se passe dans le séjour? Les farés sont bien? Comment est-ce que vous êtes? Les farés sont très bien, ouais. On est bien installés. Mais pour sauver leur activité, conscients du danger qui les guette, ces propriétaires en appellent au pouvoir public pour qu'ils interviennent sur le vide juridique, responsables de leurs problèmes. Pas mal de personnes se sont engouffrées dedans et profitent de ce vide juridique pour
se faire de l'argent, hein. Il faut être clair là-dessus. Donc nous, on demande qu'il y ait un peu plus de concertation avec le territoire, avec les services concernés, justement pour mettre à plat les choses et pour dire que, ben voilà, vous, l'agent immobilier, vous avez droit à ça, les pensions de famille ont droit à ça, le loueur en meublé, il a droit à ça et pas autre chose. Des pensions de famille prêtes à négocier avec leurs concurrents pour que tout le monde profite légalement du cadre touristique de l'île Sœur. Un mot de sport à présent avec le bronze pour Titouan Pouillot au championnat du monde de stand-up paddle. Cette nuit, le Calédonien a rapporté la seule médaille de la délégation française au Mexique, une médaille remportée lors de la toute dernière des 11 épreuves. Des images spectaculaires à présent. Le parapentiste français Jean-Baptiste Charpentier a l'habitude de parcourir la planète. Il réalise des vidéos qui font le buzz sur Internet. En vacances sur le Caillou, il n'a pas pu résister. Il a testé le Wentoro. Caroline Antich-Martin, Michel Bouillet. Léger comme une plume, gracieux comme un oiseau, Jean-Baptiste Chandelier réinvente le rêve d'Icare. Des Alpes françaises à la Nouvelle-Zélande, du Pérou à la Grèce, son aile de parapente l'emmène partout. Contrairement à plein d'autres sports aériens, on a cette capacité, avec un petit sac à dos, d'aller voler n'importe où, facilement, de déplier et de pouvoir presque découvrir le monde ou aller à plein d'endroits sans les contraintes de la radio, sans les contraintes. On a quelques règles, mais c'est très très léger et du coup ça nous permet d'en profiter partout dans le monde. Et c'est cette accessibilité-là et cette liberté que ça procure qui est vraiment agréable. Jean-Baptiste est sans doute l'un des meilleurs parapentistes au monde. Pourtant, il ne court pas après les honneurs. Il vole pour le simple plaisir de voler et partage sa passion avec le plus grand nombre via ses vidéos. Celle-ci, Touch, a fait plus de 2 millions de vues sur Internet. En montagne ou par-dessus les mers, il est à l'aise comme un oiseau dans l'air. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la légèreté dans le vol, savoir cette sensation, ce feeling très léger de voler près du sol, parce qu'on a une grosse sensation de vol à ce moment-là. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est de réussir à voler exactement comme je le veux, et pas forcément d'avoir l'adrénaline, d'avoir du stress. C'est pas du tout ce qui m'intéresse. Moi, je préfère voler sereinement et être sûr de là où je vais. Et par contre, me mettre un peu des challenges, ça me fait quand même beaucoup rire. Atterrir sur un bus, taper dans une main, se percher sur un panneau. À chaque aire de jeu, c'est challenge. À Nouméa, malgré une météo capricieuse, Jean-Baptiste fait le show. C'est super chouette, super sympa. Il manquait un tout petit peu de soleil aujourd'hui, mais voilà, le vent était parfait. Par contre, là, il vient de forcir un peu et du coup, je ne peux plus voler. Donc, il faut laisser la place pour les kiteurs et les windsurfers. Et puis, peut-être à une prochaine en Nouvelle-Calédonie alors. Un retour qui réjouirait à coup sûr les parapentistes calédoniens. 80 licenciés aiment, comme Jean-Baptiste, planer dans les airs. Une petite rectification, il s'agissait bien de Jean-Baptiste Chandelier. À suivre, le Mac des Sports, on parlera football avec la victoire du Vanuatu sur la Calédonie hier, 3-2. C'est le score de la première rencontre amicale dans le cadre de la préparation des Jeux du Pacifique. Extrait. Le premier match amical entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu en jaune avec ce premier but de Christopher Andrew à la 19e minute. La toute nouvelle sélection rouge et gris prise à froid avec un coup de massue supplémentaire juste avant la mi-temps. Pierre Kaouma marque contre son camp. Thierry Sardo serre les dents. L'espoir renaît en début de seconde période avec cette belle ouverture de Nathanaël Maël pour Raphaël Warémoin qui inscrit son premier but en sélection. Les Calédoniens supérieurs techniquement concrétisent devant leur public. Voilà, la deuxième rencontre, ce sera mercredi soir. À retenir ce soir, des pommes de terre à l'aspect vraiment peu appétissant, c'est le moins qu'on puisse dire. Après analyse envoyée aux Pays-Bas, elles sont tout de même sans danger pour le consommateur. L'invité de la matinale de ce mardi 19 mai sera Gilles Brial, le deuxième vice-président de la province sud chargé de l'enseignement à partir de 7h15 sur NC Première la radio. Il répondra aux questions de Michel Voisin et aux vôtres au 258 258. Voici qui met un terme à cette édition. Merci de votre attention. Excellente soirée à vous. À demain. Retrouvez toute l'info sur ncpremière.nc.